Lors d'une soirée avec ses amis, j'ai demandé ma petite amie en mariage. Elle a répondu, « Je préfère rester célibataire plutôt que d'épouser quelqu'un comme toi. » Tout le monde a éclaté de rire. Mais bientôt, le silence s'est installé quand ils ont entendu ma réponse. Certaines vérités ne se murmurent pas, elles résonnent comme un coup de tonnerre. Impossible de les ignorer, encore plus difficile de les oublier. La mienne est arrivée lors d'une réception de mariage, déguisée sous un rire ivre et une phrase qui tourne en boucle dans ma tête depuis ce jour-là. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Je m'appelle Victor. J'ai 47 ans et je possède une entreprise de construction commerciale que j'ai bâtie à partir de rien, après 15 longues années à travailler sous le toit de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas exactement raffiné. Je préfère les jeans et les bottes de chantier au costume, un week-end en pleine nature plutôt qu'un hôtel 5 étoiles, et un verre de bourbon plutôt qu'un grand cru. Mais je m'en sors bien. Je possède des biens immobiliers dans 3 États. Je n'ai aucune dette, et chaque centimètre de ma réussite est le fruit de décennies de constance, de planification et de travail acharné. Je sortais avec Rachel depuis 2 ans. Elle a 39 ans, travaille dans les ventes pharmaceutiques et c'est le genre de femme qui attire les regards partout où elle passe. Intelligente, éblouissante, ambitieuse. Nous nous sommes rencontrés lorsque mon équipe rénovait le bâtiment de son entreprise. L'alchimie a été immédiate, intense, de celles qui font battre le cœur plus vite et décalent légèrement l'axe du monde. Tout est allé vite. En quelques mois, elle passait déjà la plupart de ses nuits chez moi. Au bout de 6 mois, elle s'est officiellement installée. Notre vie commune a glissé dans une routine stable et confortable, presque naturellement. Je ne fais jamais les choses à moitié. Quand je m'engage, je vais jusqu'au bout. Elle avait accès à tout. Mes finances, mes cartes de crédit, les clés de toutes mes propriétés. J'avais même commencé à esquisser les plans d'une maison spécialement pour elle, quelque chose de sur mesure, qui reflèterait son style. Elle savait exactement ce qu'elle aimait, et je voulais lui offrir un espace qui lui appartienne totalement. Son cercle social était composé d'autres représentants pharmaceutiques et d'amis de fac. Élégant, performant, le genre qui fait du pilate à l'aube et trinque au champagne lors d'un brunch. Pas vraiment mon univers. Mais j'y allais pour elle. Dégustation de vin, dîner chic, rooftop branché. Il me traitait avec cette politesse distante que l'on réserve à quelqu'un qu'on n'arrive pas à situer, aimable, mais sans jamais savoir comment m'intégrer. Je m'en fichais. Je n'étais pas là pour eux. 2 ans plus tard, je pensais que nous étions solides. Nous avions déjà effleuré l'idée du mariage, ces conversations légères mais sérieuses à la fois, que les couples ont quand ils flottent entre le « un jour » et le « peut-être bientôt ». Moi, j'y pensais de plus en plus sérieusement, en silence. J'avais même commencé à chercher une bague. Pas n'importe laquelle, mais quelque chose de personnel. J'ai demandé à un ami joaillier de créer une pièce unique inspirée d'un bijou ancien que Rachel avait admiré un jour dans une vitrine. Unique, comme elle. Puis est venu le mariage de Britney. Britney était sa meilleure amie depuis la fac, son ex-colocataire, sa sœur de sororité, celle qui s'était tenue à ses côtés lors de son premier mariage, il y a 10 ans. Celui-ci n'avait pas duré longtemps, à peine 2 ans, avant que son mari ne s'enfuit avec l'hygiéniste dentaire. Ce nouveau mariage, par contre, était extravagant, luxueux, théâtral. Cérémonie dans une cathédrale classique, 500 invités, réception dans l'hôtel le plus prestigieux de la ville. Orchestre, open bar, cabine photo, cocktail signature, le grand jeu. J'ai enfilé mon plus beau costume, serré les bonnes mains, souri quand il le fallait, dansé quand l'occasion l'exigeait. J'ai joué mon rôle. Plus tard, nous nous sommes retrouvés dans un cercle d'amis de Rachel, principalement des couples, tous déjà bien éméchés. Au détour d'une conversation, l'un des maris, Todd, je crois, s'est tourné vers nous et a lancé. « Alors, c'est quand le grand jour pour vous deux ? Rachel sera la prochaine à marcher jusqu'à l'hôtel ? » Je n'ai même pas eu le temps d'ouvrir la bouche. Rachel a éclaté de rire, mais ce n'était pas son rire habituel. Celui que je connaissais. Non, celui-là était différent. Forcé, strident, presque théâtral, comme s'il avait été répété pour un public. Elle a levé son verre vers moi et a déclaré. Lui ? Je préférerais rester célibataire pour toujours. Tout le monde a éclaté de rire. Quelqu'un m'a tapoté l'épaule, comme si je venais d'être la blague de la soirée. Aïe, celle-là a piqué. A lancé l'un. Un autre a ajouté.
Allez, Victor, ne le prends pas mal. Elle est juste vexée que la robe de Britney ait coûté plus cher que ton pick-up. Les rires ont redoublé. Rachel riait aussi, et elle en a rajouté une couche. Mais sérieusement, vous m'imaginez passer ma vie entière dans une caravane de chantier à tamponner des plans? Je n'ai pas ri. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas fait de scène. Je suis simplement resté là, entouré de gens qui pensaient que se moquer de moi était divertissant, qui me voyaient comme un homme que Rachel ne prendrait jamais au sérieux. J'ai posé mon verre sur la table, j'ai fixé Rachel un instant plus long que ce que la plupart des gens auraient supporté, puis je me suis tourné et je suis parti. Pas seulement à cause de ce qu'elle venait de dire, mais de l'événement, de l'engagement, de l'idée d'un futur commun que j'avais tenu si fort entre mes mains. Sa voix m'a suivi. D'abord légère, puis confuse, et enfin teintée de panique. Mais je ne me suis pas arrêté. Je ne me suis pas retourné. Dans le hall de l'hôtel, j'ai demandé ma voiture et j'ai éteint mon téléphone. À la tombée de la nuit, j'étais déjà arrivé dans mon refuge à la montagne, cet endroit que Rachel disait toujours être trop rustique pour supporter plus d'une nuit. Je me suis assis sur la terrasse, sous une couverture d'étoiles, étonnamment calme pour quelqu'un dont le monde venait tout juste de s'écrouler. Au lever du jour, tout est devenu clair. J'ai conduit de nouveau vers la ville, calculant que Rachel serait déjà au travail. J'ai passé la matinée à passer une série d'appels essentiels à mon avocat, à mon conseiller financier et à ma banque. Pas par vengeance, mais par nécessité. Quand une personne montre qui elle est vraiment, il est sage de le croire dès la première fois. Chez moi, j'ai rangé mes affaires avec précision. Vêtements, documents importants, reliques familiales irremplaçables. Le reste, je l'ai laissé. J'avais plus d'une résidence. Les assiettes et les meubles pouvaient être rachetés. Mon temps, en revanche, non, et j'en avais déjà gaspillé assez. Avant de partir, j'ai parcouru chaque pièce une dernière fois. Dans mon bureau, j'ai récupéré les plans architecturaux de la maison que j'avais commencé à dessiner pour nous deux, ainsi que les échantillons de tissus et les choix de design qu'elle avait fait avec tant d'enthousiasme. Dans la chambre, j'ai retrouvé la petite boîte en velours cachée au fond du placard, la bague de fiançailles que j'avais fait faire sur mesure, que je comptais lui offrir le mois suivant. Dans la cuisine, j'ai laissé ma clé à côté d'une lettre imprimée. Tu as 30 jours pour trouver un autre logement. Les factures resteront payées jusqu'à cette date. La carte de crédit a été désactivée. Tes affaires resteront intactes. Tout contact supplémentaire devra passer par mon avocat. Coordonnées ci-dessous. Pas d'amertume, pas de mise en scène. Juste les vérités nécessaires. J'ai fermé la porte derrière moi, mettant fin à une relation qui, de toute évidence, n'avait pas la même signification pour nous deux. Je suis allé dans un hôtel au centre-ville, j'ai rallumé mon téléphone et vu la vague de notifications s'abattre. 37 appels manqués, 52 messages, tous de Rachel, chacun plus désespéré que le précédent. Où es-tu? Pourquoi es-tu parti? C'était juste une blague. On avait tous bu. Tu exagères. Reviens à la maison, je t'en prie. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué son numéro. Le lendemain matin, je me suis plongé dans le travail. La vie ne s'arrête pas simplement parce que la tienne s'effondre. À la fin de la journée, Rachel avait déjà découvert où je me trouvais. Elle est apparue dans mon bureau et a refusé de partir jusqu'à ce que mon assistante la laisse entrer. Ses yeux étaient gonflés, son maquillage coulé. Tu ne peux pas disparaître comme ça. C'est-elle écriée. Je deviens folle. Je l'ai regardée calmement par-dessus mes papiers. Je t'ai entendu clairement cette nuit-là. Tu as dit que tu préférais rester célibataire plutôt que de m'épouser. Je ne fais que respecter ton choix. C'était une blague. A-t-elle rétorqué. Les gens plaisantent dans les mariages. Pourquoi tu dramatises autant? Pour moi, ce n'était pas une blague, ai-je répondu fermement. Et ce n'était pas une plaisanterie non plus de me ridiculiser, ni de piétiner ce que nous avions, juste pour amuser tes amis. Son désespoir s'est transformé en colère. Alors voilà? 2 ans gâchés pour une phrase stupide? Tu es ridicule, Victor. Grandis un peu. Je me suis levé, ramassant les documents sur mon bureau. Je grandis, justement. Je grandis au-delà du besoin d'être avec quelqu'un qui ne me veut pas vraiment. Bien sûr que je te veux. A-t-elle insisté en essayant de me toucher? J'ai reculé d'un pas.
Non, Rachel. Ce que tu veux, c'est la vie que je t'offre. Ce n'est pas la même chose. Elle est sortie en larmes, répétant que ce n'était pas le dernier chapitre. Et, d'une certaine manière, elle avait raison. Mais pas comme elle l'imaginait. Dans les jours suivants, elle a redoublé d'efforts. Des amis sont venus me voir en son nom. Sa sœur a débarqué à l'improviste à mon bureau. Même sa mère m'a appelé, d'une voix douce, disant que parfois les femmes disaient des choses insensées et que je ne devais pas laisser cela détruire quelque chose d'aussi précieux. J'ai écouté avec respect, mais sans faillir. Il n'y avait pas de négociation. Ce n'était pas une pause pour calmer les esprits. C'était un choix définitif, fait avec lucidité et respect de moi-même. Au 9e jour, l'attitude de Rachel a commencé à changer. Elle a découvert que la carte de crédit avait été bloquée, que l'accès à mes comptes bancaires avait été supprimé, et que mon avocat l'avait officiellement notifié de la nécessité de quitter la maison avant la fin du mois. La réalité commençait à peser. Ces messages ont pris un ton hostile, accusateur, amer. Soudain, j'étais le manipulateur, le méchant, un homme prétendument en crise de la quarantaine. Elle affirmait que je ne m'étais jamais vraiment soucié d'elle. Je n'ai pas répondu. Ce sont des mots qui avaient tout détruit, et des mots ne répareraient rien. Au 12e jour, j'ai décroché un appel d'un numéro inconnu, pensant que c'était professionnel. Ce n'était pas le cas. C'était Vanessa, la sœur de Rachel. Elle ne va pas bien, dit-elle immédiatement, sans préambule. Elle dort sur mon canapé, pleure tout le temps, mange à peine. Tu ne peux pas au moins lui parler? J'ai déjà dit ce qu'il y avait à dire, ai-je répondu calmement. Elle a fait un choix, imprudent et égoïste. Mais elle t'aime, murmura Vanessa, d'une voix douce. Elle est dévastée. Elle pleure le confort, pas moi, ai-je corrigé, ferme. Il y a une différence. C'est cruel de dire ça. Son amour était réel. Alors peut-être aurait-elle dû s'en souvenir avant de m'humilier devant tout le monde, ai-je conclu. Les actes et les paroles ont des conséquences. Vanessa a poussé un long soupir. Je ne l'ai jamais vue comme ça. Elle a toujours été celle qui gardait son sang-froid, celle qui tenait tout ensemble. Elle est forte, ai-je répondu, sans ressentiment. Elle s'en remettra. Après l'appel, je suis resté seul dans mon bureau, contemplant l'horizon de la ville. Je ne me sentais pas triomphant. Il n'y avait aucune satisfaction dans sa douleur. Ce que je ressentais, c'était la certitude. J'avais fait ce qu'il fallait. Exactement 2 semaines plus tard, j'étais dans ma cabane à profiter de la solitude lorsque mon gestionnaire de propriété m'a appelé. Rachel était arrivée avec un camion de déménagement pour emporter des meubles et des œuvres d'art, des choses qui ne lui appartenaient pas. Suivant mes instructions, il lui a refusé l'accès. La situation a dégénéré. Elle a proféré des menaces, fait un scandale, et un voisin a fini par appeler la police. Je l'ai remercié d'être resté calme et lui ai demandé de m'envoyer les images de surveillance. Quand la vidéo est arrivée, je l'ai regardée avec détachement. Elle était là, criant, tentant de forcer l'entrée, pendant que les policiers lui expliquaient posément qu'elle n'avait aucun droit légal sur la propriété. Le lendemain matin, j'ai reçu un courriel de mon avocat. Rachel avait engagé une représentation légale et revendiquait la copropriété de la maison, citant notre vie commune comme justification. J'ai immédiatement transmis un ancien email dans lequel elle avait refusé mon offre, faite l'année précédente, de l'ajouter au registre de la propriété. Elle avait clairement écrit qu'elle ne voulait pas du stress lié à la copropriété. Une semaine plus tard, son avocat abandonnait l'affaire. 2 mois ont passé depuis. Rachel loue maintenant un logement plus petit, bien loin du style de vie que nous partagions. J'ai appris par des connaissances communes qu'elle dit à présent que j'ai exagéré, que je n'ai pas supporté une simple blague. Les mêmes amis qui riaient quand elle avait fait ce commentaire au mariage répètent désormais sa version. Mais rien de tout cela ne change l'essentiel. Je me souviens exactement de ce qui a été dit et de ce que cela révélait. La bague de fiançailles, faite sur mesure, est toujours enfermée dans mon coffre. Peut-être qu'un jour je ferai refondre la pièce, quand la blessure de cette nuit ne fera plus mal. Les plans de la maison ont été redessinés. Je continue de construire, mais cette fois c'est entièrement mon projet. Sans rêve partagé, sans compromis. Ce sera la mienne, totalement et sans discussion. La semaine dernière, j'ai croisé Vanessa de nouveau, dans un restaurant du centre-ville. Elle s'est approchée avec hésitation, incertaine de ma réaction.
Elle pense encore à toi, a-t-elle dit après un salut prudent. Elle sait qu'elle a fait une erreur. J'espère sincèrement qu'elle va bien, ai-je répondu avec franchise. Mais ce chapitre est clos. Elle traverse une mauvaise passe, a ajouté Vanessa. Elle a perdu son travail. Elle n'arrivait plus à se concentrer, a manqué plusieurs réunions. J'ai hoché la tête. J'ai ressenti un élan de compassion, mais sans doute, elle est forte, elle se relèvera. Vanessa a hésité, visiblement partagée. Puis, presque à voix basse, elle a ajouté. J'étais là, cette nuit, au mariage. Ce qu'elle a dit n'était pas seulement des paroles en l'air sous l'effet de l'alcool. La vérité, c'est qu'elle parlait déjà de toi comme ça depuis des années, quand tu n'étais pas là. L'entendre à voix haute n'a pas été un choc. Je le soupçonnais depuis longtemps. Mais au moins, c'était honnête même si cela faisait mal. Quand Vanessa s'est retournée pour partir, quelque chose en moi a changé. La douleur que je portais de cette nuit-là ne venait pas de l'humiliation publique, ni du rejet. Elle venait du fait d'affronter enfin une vérité que j'évitais depuis trop longtemps, le lien auquel je croyais n'était rien de plus qu'une histoire que je m'étais racontée. Parfois, le choix le plus puissant que l'on puisse faire est simplement de poser son verre sur la table et de s'en aller. Pas pour faire une scène, pas pour envoyer un message, mais parce qu'on a enfin accepté le prix à payer pour rester, sa propre dignité. Rachel n'a pas abandonné. Elle appelle encore, trouve toujours des moyens de me joindre malgré les blocages. J'ai entendu dire qu'elle raconte à nos amis communs qu'elle est certaine que je reviendrai un jour. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est que ce n'est pas un jeu. Il n'y a pas de stratégie, pas de gagnant. C'est simplement fini. Certains pensent que j'ai réagi avec dureté. Je ne suis pas d'accord. J'ai réagi avec certitude. Quand quelqu'un montre qui il est vraiment, surtout quand il croit que vous n'êtes pas là pour l'entendre, il est sage de le croire. Laissez-moi répondre à quelques points qui ont suscité des commentaires. Premièrement, oui, la maison m'appartenait bien avant que Rachel n'y mette les pieds. Nous n'avons jamais été mariés, et cet État ne reconnaît pas l'union libre comme un mariage. Légalement, elle n'avait aucun droit sur la propriété. Deuxièmement, pour ceux qui demandent pourquoi je ne l'ai pas confrontée sur le champ, au mariage, qu'est-ce que cela aurait changé? Qu'elle déforme, qu'elle mente, ou qu'elle crée une scène publique? J'ai préféré laisser mes actes parler pour moi. Et ils ont tout dit. Troisièmement, on me demande s'il y avait des signes avant. Oui, même si je les ai ignorés. Les petites piques sur le fait que mon travail n'était que de la construction. La façon dont elle évitait les événements familiaux. Les regards gênés quand j'arrivais en botte de chantier. Tout était là. Je m'étais convaincu qu'avec le temps, elle apprendrait à valoriser ces parties de moi. Je me trompais. Quatrième point, quelqu'un m'a traité de froid parce que je suis parti sans lui offrir une seconde chance. Mais protéger son propre sens de la valeur n'est pas de la froideur. C'est essentiel. 3 mois se sont écoulés. La vie a trouvé un nouveau rythme. La construction de la maison avance. Les fondations sont solides, la structure est déjà dressée. Je passe la plupart de mes week-ends sur place, supervisant personnellement chaque étape pour m'assurer que les détails correspondent à ma vision. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à bâtir quelque chose à partir de rien, sans concession, sans interférence. Rachel a finalement cessé de tenter de me contacter. Sa sœur m'a approché une fois, mentionnant qu'elle suivait une thérapie et qu'elle essayait de se concentrer sur elle-même. J'ai souhaité que cela lui soit utile, et je le pensais sincèrement. S'accrocher à l'amertume est épuisant. Mon énergie appartient désormais à d'autres horizons. J'ai commencé à reprendre, peu à peu, une vie de rencontre. Récemment, j'ai dîné avec une architecte paysagiste rencontrée dans le cadre du travail. Elle est intelligente, directe et sincèrement curieuse des choses qui comptent. C'est encore tôt, bien sûr, mais après tout ce que j'ai traversé, ce fut un soulagement de m'asseoir en face de quelqu'un sans avoir l'impression de devoir jouer un rôle. Commentaire Monsieur Reddit. Ah, l'amour moderne, on t'offre une maison, une bague sur mesure, une vie entière, et en retour, tu deviens la punchline d'un mariage ivre. Mais bon, au moins elle a gagné, un petit appartement en location et beaucoup de temps libre pour réfléchir à ses blagues.